Bonjour à tous. Moi, je suis Nadine Morillo au Cariforef. On est ensemble aujourd'hui pour un webinaire sur les métiers du grand âge, comment donner envie de s'y orienter. Et pour ça, du coup, on a réuni un certain nombre d'intervenants avec plein de choses très intéressantes à vous raconter. Alors, au menu qui est prévu comme étant dense, et c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on passait sur un format d'1h10. On a prévu 4 parties. Une première sur les besoins de recrutement au Pays de la Loire, qui va presque être une guise d'introduction, qui va être finalement assez légère au regard de la suite. Donc qui va être présentée par Karen Crusson de l'ARS. Une deuxième partie un peu plus dense sur des témoignages et des institutions et d'employeurs sur les actions qui sont conduites pour améliorer l'attractivité des métiers et puis les conditions de travail. Donc là, on aura une présentation du PLAM par Karen Crusson de l'ARS, on aura une présentation de la plateforme du vieillissement par Christophe Rodeau du département, on aura un témoignage d'Anne-Laure Charot, qui est directrice de 2 EHPAD à Nantes, et un témoignage de Anaëlle Frasson, qui est cadre de service à l'ADT 44. Et puis, on arrivera sur une troisième partie sur des outils concrets que vous pouvez auxquels vous pouvez avoir recours si vous organisez vous-même des ateliers sur les métiers du vieillissement. Donc là, de nouveau, on a quatre outils différents à vous présenter et on va terminer sur l'offre de formation avec notamment les nouvelles offres qui ont été développées par la région et par l'ARS pour favoriser l'accès un peu plus rapide à ces métiers. Voilà le menu en bref. Et donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, Madame Crusson, et puis je vais demander à chacun d'entre vous peut-être de, enfin voilà, vous représenter au moment où vous prenez la parole. Et donc là, je vous donne la parole, Madame Crusson. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karen Cresson de l'ARS Pays de la Loire, donc au sein du département ressources humaines en système de santé à l'agence. Le petit point de situation, effectivement, sur les besoins en recrutement. Pour votre information, la région Pays de la Loire connaît un déficit en fait du nombre de professionnels de santé globalement sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble des professionnels de santé. Je vous ai mis des chiffres qui sont issus de l'ORS, donc l'Observatoire régional de la santé. À titre de comparaison, nous avons en région Pays de Loire, en 2022, 299 médecins pour 100 000 habitants, quand au niveau national, on a une moyenne de 341 médecins. Donc, on voit bien effectivement le déficit qu'il y a. Et puis, effectivement, aussi, on a un déficit qui peut être plus important sur des territoires ruraux, où on sait qu'on va, par exemple, moins de médecins traitants. Et on a aussi une donnée importante qui est que 25% des médecins actuellement ont plus de 60 ans, pardon, dont on sait qu'effectivement, ce sont des médecins qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Un autre chiffre qui concerne les infirmiers. On a en 2021 une moyenne de 964 infirmiers pour 100 000 habitants. Et là encore, on voit qu'on a un chiffre qui est inférieur à la moyenne nationale de 16%. Et donc, on voit bien effectivement ce déficit sur les régions Pays de la Loire, avec, selon les professions de santé, un déficit entre 10 et 18%. Et parallèlement à ce déficit, qui n'est pas pour nous aider sur la région, on connaît une augmentation de notre population. Donc, on a une augmentation de plus de 18% de notre population jusqu'en 2070, selon les estimations qui ont été faites par l'INSEE, même si on sait qu'elle n'est pas identique sur tout le territoire, mais qu'elle va être notamment très forte en Loire-Atlantique, un peu moins dans les territoires, enfin dans les départements plus ruraux. Et en lien avec cette augmentation de la population, on a une augmentation de la population de plus de 65 ans. Il passerait de 20 à 30% de la population à horizon 2070. Donc, on voit bien effectivement ce décalage entre le nombre de professionnels de santé que l'on a sur la région. À côté de ça, on a une population qui va augmenter, une population qui va vieillir aussi, donc qui va nécessiter une prise en charge plus adaptée, plus en nombre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu déjà des éléments de réponse. C'est passé
par exemple par l'augmentation des capacités de formation, puisque effectivement, comme on est déjà en décalage, et ben, du coup, on va essayer d'augmenter les capacités de formation, que ce soit sur les formations médicales ou paramédicales. On va accompagner les nouveaux métiers. Donc, on a des infirmiers en pratique avancée ou des assistants de régulation médicale pour essayer de changer la façon de prendre aussi les personnes en charge, puisque au-delà du fait qu'on ait cette population qui augmente, on a aussi de nouvelles modalités de prise en charge qui ne sont pas neutres, dont on sait que voilà, un médecin formé aujourd'hui ne va pas forcément fonctionner comme un médecin formé il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le PLAM, le plan de mobilisation en ressources humaines de santé, en mars 2022. Plan que vous allez nous présenter tout de Tout suite, à puisque fait. voilà, nous avons fini la première partie qui n'est pas à l'image des suivantes, mais voilà ce qu'on voulait vous dire sur les besoins de recrutement. Et donc, effectivement, vous allez nous présenter ce plan de mobilisation en faveur de ces professions. C'est ça. Ce plan, en fait, a réuni un certain nombre, enfin, quasiment tous les acteurs qui entourent le domaine de la santé. Donc, nous avons eu le conseil régional, les conseils départementaux, les fédérations d'employeurs, les représentants d'organisations syndicales, les représentants d'instituts de formation, des facultés, enfin, des ordres. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé ce plan avec l'ensemble des personnes qui sont autour de ce domaine de la santé et du médico-social pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir comment répondre à cette problématique d'emploi, d'attractivité, de recrutement collectivement et avec sur l'ensemble des fonds. Et donc, ce plan qui est composé de cette thématique. Et donc, on en a notamment trois qui sont sur la formation. Et donc, une qui potentiellement peut un peu, enfin, voilà, dont les conclusions en tout cas pourraient vous intéresser. Donc, c'est une étude qui a été menée par le Gérontopôle sur les motifs de rupture dans les formations aides-soignants, infirmiers et accompagnants pardon, éducatifs et social, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, les personnes qui se lancent dans les formations, en tout cas pour ces trois formations, c'est celles-ci qui ont été ciblées, on a des taux de rupture importants. Et qui augmentent malheureusement d'année en année. Donc, malgré le fait qu'on augmente les capacités de formation, on augmente le nombre de personnes qui va dans ces formations. À côté de ça, les personnes abandonnent au cours de formation. Donc, l'idée, c'est bien cette étude avait pour objectif de cerner pourquoi les personnes abandonnent et comment on peut diminuer ces taux d'abandon qui augmentent. Alors, il y a plusieurs causes. Pour l'instant, l'étude n'a pas été encore présentée, mais il y a plusieurs causes, et notamment une question d'orientation. Il ressort que pour certaines formations, effectivement, c'est peut-être des formations qui ont été prises parmi une pléiade d'autres formations. Et donc, ça nécessite effectivement, quand on envoie des personnes vers des formations du domaine de la santé ou du médico-social, qui sont des formations qui sont voilà, avec un lien très fort, un relationnel très fort avec les patients ou les résidents, de bien comprendre le projet pour être sûr que le projet en fait s'inscrive vraiment dans l'objectif derrière de répondre à ces difficultés aussi, hein, puisque ne faut pas le nier. Mais voilà, il y a vraiment une question du projet professionnel qu'il convient de bien cerner. Donc, c'était l'objet de cette étude pour qu'on puisse apporter des solutions concrètes et diminuer ce nombre d'abandons. Et puis également, on l'a évoqué, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une augmentation du nombre de formations, enfin du capacité du nombre de formations, donc ce qui est une très bonne chose. Mais les étudiants en formation sociale ou sanitaire, en fait, pour pouvoir avoir une formation qui réponde à des normes, en fait, ils doivent trouver des terrains de stage. Et donc, on a toute cette recherche de terrains de stage à faire au niveau des établissements de santé, établissements médico-sociaux, et qui peuvent également répondre à des problématiques pour les demandeurs d'emploi. Au travers des contacts qu'on peut avoir avec les fédérations d'employeurs ou les établissements, c'est de trouver des lieux de stage également pour des périodes d'immersion, pour des actions de POEC éventuellement. Enfin, en tout cas, il y a tout ce travail-là à faire pour pouvoir effectivement répondre à la problématique d'accompagner notamment plutôt les demandeurs d'emploi vers un métier et pour bien cerner le projet.
Et on a également une action qui traite de la QVT, parce que les métiers, comme on le sait, les métiers du grand âge notamment, sont des métiers qui sont un peu compliqués, hein. Il y a des ports de charge, il y a des contraintes horaires. Et donc, l'ARS lance un appel à candidature CLACT, donc contrat local d'amélioration des conditions de travail. L'objectif, en fait, c'est de permettre à des établissements, donc ce sont les établissements de santé, établissements médico-sociaux, qui déposent un dossier, et c'est de pouvoir les aider financièrement à mettre en place des actions visant à l'amélioration des conditions de travail de leurs agents, puisqu'effectivement, pour répondre à des problématiques, notamment de manutention de personnes, on peut les aider pour avoir du matériel adapté, pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Il y a des actions aussi, on accompagne des actions, en tout cas financièrement, les actions mises en place dans les établissements pour permettre une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, pour permettre des moments de détente dont on sait effectivement que ces métiers voilà, sont soumis à une contrainte forte, une pression forte, avec des effectifs un peu limités malheureusement. Donc voilà, il y a des actions comme ça que l'on finance. Et puis sur les préventions des risques professionnels. Enfin, voilà, j'ai fait quelques actions, mais l'objectif est bien d'améliorer comme on peut les conditions de travail. On ne reviendra pas forcément sur les contraintes hein, des établissements de travailler un week-end ou deux, enfin, ou un week-end sur deux ou un week-end sur trois. C'est malheureusement un établissement de santé doit pouvoir travailler en continu. Donc, ce sont des choses avec lesquelles on doit faire, même s'il y a des modalités d'organisation qui peuvent s'adapter. Mais en tout état de cause, on essaye d'accompagner les établissements pour que, à côté de ça, on puisse mettre en place des actions permettant effectivement d'améliorer les conditions de travail des agents qui s'inscrivent dans ces formations ou dans ces parcours ou dans ces métiers pour que voilà, leurs conditions voilà, soient améliorées enfin, voilà, si on peut le faire. Merci beaucoup, Madame Crusson. Et justement, on va passer sur un témoignage concret à travers l'intervention d'Anne-Laure Charroux, qui dirige en fait 2 EHPAD sur ce que, par exemple, Anne-Laure, toi, tu mets en place avec tes équipes pour améliorer les conditions de travail et puis pour améliorer l'accueil. Et puis, Madame Crusson, on vous retrouvera en fin de webinaire sur les mesures formation du PLAM. À toi, Bon, Anne-Laure. très bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis directrice à la Fondation C'est ma vie, qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui gère 9 EHPAD, dont 8 dans le 44, à la fois urbain, EHPAD rural aussi. Moi, il se trouve que je suis directrice de 2 EHPAD sur Nantes, qui accueillent 90 résidents chacun. Et l'un des 2 établissements a aussi un espace protégé, donc avec un accueil un peu particulier de résidents avec des troubles du comportement. Aujourd'hui, cette question de la fidélisation, c'est un enjeu, un double enjeu, parce on se rend compte qu'on doit à la fois fidéliser les CDI dans un contexte où plus personne ou peu souhaite un CDI. Donc, on doit mettre en avant des choses, des actions qui sont spécifiquement tournées vers la fidélisation des CDI, mais on doit aussi fidéliser des CDD pour avoir des poules de remplacement et pouvoir être plus à l'aise sur les remplacements des absences et des postes à pourvoir. Donc, pour ce faire, je voudrais développer 5 leviers d'action que l'on met en place. Le premier concerne l'accueil et l'accompagnement des nouveaux salariés. Je pousserais même jusqu'à dire futurs salariés, parce que Mme Crusson parlait des terrains de stage. Typiquement, on est terrain de stage et on tient vraiment à le rester, parce que être terrain de stage, c'est faire connaître nos structures et c'est fidéliser en amont des personnes qui peut-être vont revenir après leur stage travailler dans nos établissements. Et puis, c'est l'accompagnement, bien évidemment, des nouveaux salariés. Et pour cela, on met en place des outils pour qu'ils se sentent tout de suite bien accompagnés et bien intégrés, avec une bonne connaissance de la structure. On a un pocket, par exemple, qu'on leur remet à l'entrée avec les principales informations qui concernent l'organisation de l'établissement. Ils sont accompagnés par un tuteur.
qui va leur permettre de comprendre assez rapidement ce que l'on attend d'eux, où trouver les outils, comment gérer au mieux leur environnement de travail. Lorsqu'on peut, on met en place des doublures pour évidemment que la personne ne se trouve pas à commencer à travailler sans être accompagnée en doublure par un collègue. Donc, au-delà de ça, on rentre aussi parfois dans un vrai parcours de professionnalisation puisqu'il peut nous arriver de recruter des agents de soins qui ne sont pas encore diplômés, mais que l'on accompagne à un moment par la formation vers le diplôme d'aide-soignant. Même chose pour les agents hôteliers. Quelques agents hôteliers peuvent avoir le projet à un moment de devenir soignants. Donc, ça fait partie de ces accompagnements professionnels que de les amener vers cette qualification. Donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est évidemment un aspect important. On l'a vu aussi précédemment, c'est la prévention des risques professionnels. On va agir fortement sur cet axe-là parce que éviter les accidents du travail, éviter au personnel de se faire mal dans leur travail, c'est un enjeu majeur. Et donc, on va agir sur le matériel, les équipements que l'on met à disposition pour permettre aux salariés d'éviter et d'être aidés dans toutes les manipulations et les transferts. Donc, c'est l'équipement de nos chambres en rail plafonniers. Ça, c'est quelque chose maintenant qui est que l'on trouve fréquemment dans le secteur. Et c'est même une question posée par les salariés qui arrivent lorsqu'on les recrute en entretien de recrutement. La question est-ce que vous avez des rails, ça fait partie vraiment de leurs questions principales. Mais c'est aussi des chaises de relevé de sol pour leur éviter de se pencher pour relever le résident qui serait tombé au sol. C'est des fauteuils élévateurs pour aider pour les douches. Donc, tout un ensemble d'équipements qui les aident au quotidien. On est en train de tester actuellement un petit moteur sur des fauteuils roulants, mais des gros fauteuils confort qui sont relativement lourds. On travaille aussi sur des chariots beaucoup plus ergonomiques. Je compte plus le nombre de chariots qu'on a pu acheter pour adapter à chaque fois à ces contraintes de travail et contraintes physiques très présentes. Sur la prévention des risques, on va aussi attacher beaucoup d'importance aux risques psychosociaux. On a mis en place et développé l'analyse de la pratique. Chaque personnel a des sessions obligatoires de participation à l'analyse de la pratique avec un psychologue extérieur. Donc, on n'a pas, c'est une analyse de la pratique qui ne se fait pas avec nous, mais qui se fait avec une aide extérieure pour qu'elle puisse, en équipe et en groupe, peut-être aussi parler de leur quotidien différemment. En interne, on accompagne aussi leur pratique par la psychologue salariée de l'établissement, également plutôt pour des groupes de parole. Donc ça, c'est un élément assez important sur les aspects psychosociaux. On a mis en place l'avenue d'une prestataire extérieure pour des massages assis. Là, c'est plus le côté détente. Et puis, à la Fondation, on a aussi un baromètre social tous les 2 ans qui nous permet de voir comment on se situe par rapport à ces risques-là et aussi à d'autres risques par rapport à l'environnement de travail. Troisième levier, bien évidemment, la formation et la sensibilisation. On se trouve face à un public, je vous ai parlé des faisans fonction, donc qui parfois ne disposent pas de qualification quand ils arrivent dans le secteur. Pareil pour les agents hôteliers. Donc, on a un vrai rôle à jouer et de plus en plus dans cet accompagnement à bien comprendre pour eux, à ce qu'ils comprennent bien à quel public ils font face et comment est-ce qu'ils peuvent répondre aux besoins de ce public et aux attentes de ce public le mieux possible. L'expérience de la valise du vieillissement, donc c'est un outil qu'on a à disposition et qui passe par des vies ma vie, animé par l'ergothérapeute sur des temps de collation où les salariés sont en posture d'être en réduction, en diminution de capacité avec effectivement, c'est des supports qui finalement vont
les empêcher de tendre le bras, de voir clairement les choses, et pour qu'ils comprennent un petit peu ce que peut vivre le résident lorsque on va poser un verre à plus de 60 centimètres de sa main. On a aussi développé depuis plusieurs années l'approche Montessori, donc, que l'on peut connaître plutôt sur le versant jeune public. Eh bien, elle existe aussi, cette approche, pour le public âgé, avec l'idée d'accompagner le résident à continuer à avoir un rôle social dans l'établissement, continuer au maximum à faire des choix. Je crois que c'est une approche aussi qui déstabilise pas mal les salariés qui sont absolument pas forcément formés sur cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Et puis, bien évidemment, les troubles du comportement. Là aussi, troubles cognitifs, troubles du comportement. On a développé des modules de formation. J'ajouterais également la gestion de l'agressivité. Faire face à l'agressivité qui peut venir de résidents du fait de troubles cognitifs, mais aussi de familles. Et accompagner des résidents, c'est accompagner aussi l'entourage du résident et donc les familles plus ou moins présentes dans l'établissement. Et puis la formation sur les gestes et postures. Et là, je rejoins le premier élément sur les risques professionnels. Si on met à disposition du matériel, il faut aussi former les professionnels à bien utiliser ce matériel. Et on a pour ça un temps ergo qui permet régulièrement de faire des formations gestes et postures. Quatrième axe sur lequel on travaille, c'est l'organisation du temps de travail. Effectivement, les personnes qui nous disent moi, je ne veux pas un CDI, la principale raison qui est avancée, c'est je veux pouvoir travailler quand j'ai envie de travailler. Pas le week-end, jamais le soir ou que le matin. Et pour nous, c'est effectivement compliqué de nous adapter à ces demandes-là et à ces attentes, dans la mesure où on doit assurer une continuité de service du lundi au dimanche, jour et nuit. Donc, on va essayer de travailler des organisations qui apportent d'autres avantages. Alors certes, c'est le travail un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, mais par exemple, on a des critères à la Fondation qui font qu'on évite au maximum les horaires coupés. On a aussi, on peut proposer des organisations en 7 heures, mais on peut aussi proposer des organisations en 12 heures. Par exemple, sur les infirmières, aujourd'hui, si on attire les infirmières, c'est parce qu'on a des organisations en 10 heures qui leur permettent de travailler par série de 2 ou 3 jours avec autant de repos entre les jours travaillés. Et ça, c'est un élément, moi je le constate, qui est décisif effectivement dans le choix de venir travailler dans les établissements. On organise aussi les temps de travail en prévoyant des temps qui ne sont pas des temps soignants, ni même des temps hôteliers, mais des temps d'accompagnement social du résident, pour voir le résident et pour l'accompagner différemment. Donc, c'est des temps d'animation ou d'accompagnement social ou de projets sur lesquels le salarié peut s'investir sans être dans le soin cette fois-ci, mais en étant sur un projet un peu spécifique. Par exemple, on a une salariée qui s'est investie sur un café des rencontres des résidents une fois par mois où les résidents accueillent les nouveaux résidents et où certains salariés y participent pour là aussi accompagner différemment les résidents hébergés. Donc ça, sur les organisations, on essaye en tout cas de proposer à la fois ces temps-là, à la fois un rythme de travail différent pour qu'il y ait un petit peu de choix pour les personnes qui viennent travailler chez nous. Le dernier levier, effectivement, c'est le salaire, même si pour autant, je constate que ce n'est pas forcément le premier argument mis en avant. Il y a eu quand même des efforts dans le secteur avec la prime Ségur qui font que quand même on est par rapport à il y a quelques années à des salaires pour les soignants, les hôteliers, les personnes qui travaillent en EHPAD beaucoup plus attractifs qu'avant. Pour autant, à la Fondation, on a mis en place une politique de prime individuelle qui permet de valoriser le savoir-être, la posture au travail. Donc, on insiste énormément sur le savoir-être. Je crois que là, c'est un gros travail quotidien d'accompagner sur
sur les valeurs de savoir-être, et on le récompense par des primes plus individuelles. Et puis, en levier salarial, on le connecte, nous, à l'entretien annuel. Tous les salariés ont un entretien annuel d'appréciation, et ça aussi, c'est pour nous un levier important pour fidéliser, parce que ça permet aux professionnels d'être reconnus dans leur travail et puis de se projeter sur la suite. Merci beaucoup Anne-Laure pour ce témoignage très riche. On va te retrouver tout à l'heure rapidement. Tu pourras nous en dire un tout petit peu plus sur la valise de vieillissement. Je vais passer la parole à Christophe Roudot du département 44 pour nous présenter l'action en fait conduite par le département autour de la plateforme des métiers de l'autonomie. Tu es bien avec nous, Christophe? Tu étais avec nous tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être, je pense qu'il a dû se déconnecter et se reconnecter, donc il a fallu que je lui redonne les droits de pouvoir activer son micro. Oui, c'était ça. Voilà. Bon, Christophe Roudot, du coup, donc je travaille au département de Loire-Atlantique, et nous, depuis début 2022, on met en place une action qui est la plateforme des métiers de l'autonomie, qui est l'origine, en fait, est un appel à projet de la Caisse nationale solidarité autonomie, hein, qui est le financeur de l'État sur les politiques personnes âgées, personnes handicapées, autour d'un consortium avec donc l'ARS évidemment, la DETS, la région, et puis des fédérations d'employeurs, avec l'idée dans cette plateforme, de pouvoir travailler avec les employeurs, notamment sur l'image des métiers, les parcours de formation, les parcours d'accès aux emplois, et des actions de recrutement. Voilà, ça c'était entre guillemets les grandes lignes, mais en définitive, on a été aussi un peu plus loin sur les parcours d'insertion, hein, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, tout ce qui va concerner les démarches territoriales autour de la mobilisation d'autres acteurs, hein, d'autres professionnels, hein. Par exemple, pendant le Covid, on avait des cuisiniers qui sont allés dans les EHPAD pour donner un coup de main aux équipes. Ben voilà, ça peut être, on a pu aussi évoquer rapidement cette question-là. Pour tout vous dire et le faire rapidement, parce qu'on y revient tout à l'heure dans une manière très concrète, nous, notre objectif par rapport à ça, c'était aussi de mobiliser les employeurs autour de ces actions-là, autour d'autres actions qu'on peut mettre en place, comme des portes ouvertes, comme pour faciliter en fait la rencontre entre les demandeurs d'emploi et et notamment les personnes les plus éloignées, avec ce secteur qui est en recherche de ressources humaines en permanence, et qui du coup s'ouvre de plus en plus à des parcours un peu plus atypiques, hein, ce que disait Madame Chariot tout à l'heure, hein. Bon voilà, la volonté des structures à faire évoluer leurs conditions de travail, je veux dire, appliquer des méthodes qui peuvent être proposées dans d'autres secteurs. Donc c'est vraiment ça que l'on a essayé d'essaimer. Et puis on a une conférence annuelle, hein, tous les ans, sur justement ces pratiques managériales, ces pratiques, ces évolutions dans les métiers, sur le rapport des salariés avec le travail, l'emploi, tout ça. Donc voilà, on propose tout ça aux différents acteurs de manière très concrète pour 2024. Donc cette année, en 2023, on a lancé un appel à projet à destination des structures du coup concernées. Alors là, nous, on est sur les personnes âgées, donc pour établissement et domicile, et personnes en situation de handicap, où on a eu plus de 70 réponses, hein, pour 40 structures mobilisées. Et on a retenu une trentaine de dossiers, donc qui concernent tous, j'ai envie de dire, l'innovation managériale. Alors ça va on va dire, de petits ateliers pour les salariés. Alors c'est pas petit, mais d'ateliers pour les salariés autour de la sophrologie, autour de choses comme ça, et d'échanges de pratiques. Voilà, jusqu'à des propositions sur de l'accompagnement directement de structures à travailler leur politique managériale et leur politique de recrutement. Voilà, donc toutes ces actions concrètes-là verront le jour en 2024. Merci beaucoup, Christophe.
Donc tu nous as, indiqué de comment le département 44 et de même, l'agence régionale de santé, en fait, ont des appels à projets pour encourager les établissements, les employeurs à améliorer, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Et du coup, je vais donner la parole à Anaëlle Frasson qui, à l'ADT 44 aussi, en tant qu'employeur, a développé, différentes choses. Et je rappelle juste aux participants que vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de conversation pour les intervenants. N'hésitez pas. Alors, Anaëlle, à vous, je vous donne la parole. Donc bonjour, Anaëlle Frasson, donc je suis cadre secteur à l'ADT. Donc l'ADT, c'est un service d'aide à domicile, une association départementale. Il y a une organisation de travail qui a été inscrite au projet de service qui s'appelle Libérons nos énergies depuis 2018. L'objectif, c'était de mettre en avant la force collective des salariés, d'innover en matière de management, donc souplesse et autonomie des équipes, richesse des intervenants avec leur savoir-faire, de mettre en avant ce savoir-faire. Donc, il y a trois axes un petit peu principaux qui ont été mis en place avec Libérons nos énergies. La co-construction des plannings. Donc, l'objectif, c'était simple, ça a été déjà évoqué, concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc, un peu plus de souplesse, en fait, dans la prise en considération des contraintes personnelles pour pouvoir permettre aux intervenants du domicile d'allier les deux, hein, leurs deux vies, la vie pro et la vie perso. Donc, par exemple, la prise en compte pour accompagner leurs enfants à l'école, des rendez-vous médicaux, beaucoup plus de souplesse dans l'organisation des week-ends, de changements de week-end, des tournées du soir, etc., etc. La deuxième chose, c'est la diversification des missions pour augmenter le temps de travail. Donc, il faut savoir que dans l'aide à domicile, on est rarement sur des temps pleins parce que il y a des déplacements. Alors, les déplacements comptent évidemment dans le temps de travail, mais faire un temps plein dans l'aide à domicile, c'est compliqué, c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant, que ce soit physique et psychologique. Donc, l'idée, c'était de pouvoir permettre aux aides à domicile d'avoir des interventions complémentaires. Donc, par exemple, sur des missions d'accompagnement à des visites à domicile avec la responsable de secteur ou d'être partie prenante d'un recrutement pour un nouveau salarié, de permettre aussi des actions collectives. On fait des actions collectives sur le territoire. Donc, les aides à domicile peuvent avoir un temps de préparation pour préparer les actions collectives et au moment de l'action collective, c'est du temps de travail également. C'est les actions collectives, ce sont des interventions moins lourdes en fait que des interventions classiques au domicile, parce que c'est souvent des interventions à l'extérieur, pour des sorties, pour des moments conviviaux. Il y a également toutes les interventions qu'on fait dans le cadre des dispositifs innovants. Donc, on fait partie de plusieurs groupes de travail sur les DIVADOM. C'est des dispositifs pardon, innovants de vie à domicile. Par exemple, sur Nord-sur-Erdre, où là, il y a également, elles font partie de réunions et elles interviennent sur des tournées coucher tardif, c'est sur la base du volontariat. Également des interventions dans le cadre des habitats inclusifs. Et puis un investissement sur les projets du territoire. Donc on peut très bien les solliciter pour nous accompagner à des actions sur l'emploi, par exemple, sur certains secteurs. Enfin voilà, on peut les solliciter pour beaucoup de choses. Donc c'est des missions diverses qui viennent compléter un temps de travail au domicile et qui permettent de varier les missions et que ça devienne un petit peu moins fatigant. Et le troisième axe, c'est l'élection de 60 AD Teams. Donc en fait, l'objectif de l'élection de ces 60 AD Teams, c'est qu'elles représentent tout le territoire et elles ont un pouvoir d'agir et de prise de décision. Donc elles sont à la fois un vecteur de communication entre le terrain et les responsables du secteur, les cadres de secteur et la direction. Font également ils sont également partie prenante pour l'intégration des nouveaux salariés, soutien dans les nouvelles missions. Ils peuvent être salariés un peu référents pour l'apprentissage de l'outil de télé. On a un téléphone, ils sont équipés de smartphones à domicile. Donc, ces AD Teams sont des soutiens justement pour les nouveaux salariés quand ils ont des questions un petit peu de techniques autour du téléphone.
Et ils peuvent être également sollicités sur la formation adaptation au poste qu'on propose aux nouveaux salariés. Donc, ce sont des adaptations, des formations sur 6 modules qui représentent 3 jours. Et du coup, les AD teams peuvent être sollicités sur ces temps-là. Et enfin, les AD teams peuvent être également partie prenante de réflexion et de projets sur le territoire. Par exemple, un chantier prévention, le chantier rémunération, amélioration des conditions de travail. Voilà, on va les solliciter, on va les questionner, on va les réunir pour pouvoir échanger. Et eux nous remontent en effet les attentes du terrain et les volontés du terrain pour qu'on puisse améliorer en fait les conditions de travail. Donc, libérons nos énergies, c'est vraiment l'objectif, c'était une invitation à l'autonomie, aux initiatives et à l'agilité. Et c'est surtout pour permettre une organisation beaucoup plus fluide, beaucoup plus diversifiée, voilà, au sein de l'ADT. Très bien. Merci beaucoup, Anaëlle. Du coup, on vient de finir une première partie qui visait à montrer comment et les institutions et les employeurs œuvrent pour améliorer les conditions, la qualité de vie au travail. On va pouvoir maintenant entrer sur la troisième partie qui est eh bien, comment donner envie d'aller vers et quels outils existent pour eh bien, faire connaître en fait les métiers du grand âge. Et alors, on va commencer avec un outil pratico-pratique, un quiz. Vous en dites quelques mots, donc Mélanie et Anaëlle, et puis après, attention, parce qu'on va vous mettre au défi. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélanie Bourget, je suis responsable au sein du SIAD, donc service de soins infirmiers à domicile sur les secteurs de Nozay et Blain. Donc avec Anaëlle, donc les SIAD et les services d'aide à domicile travaillent régulièrement ensemble et dans le cadre de rallyes service à la personne qui étaient organisés par des communautés de communes du nord du département de Loire-Atlantique, on a été amené à construire un outil pour voilà, pour un public de demandeurs d'emploi, plutôt, enfin, soit un public de demandeurs d'emploi, mais aussi un public jeune, de collégiens ou de lycéens. Donc, on a créé ce SAP Quiz. Donc, vous reconnaîtrez, je pense, pour beaucoup La référence la au beurre. référence au Burger Quiz, oui. Et voilà. Donc, pour nous, l'idée de départ, c'était de déconstruire les représentations sur les métiers du domicile des jeunes, du jeune public à qui on allait avoir affaire. Parfait. Alors, on va vous proposer de tester 2 questions de ce quiz. Donc, je vais vous présenter la question. Ce qu'on va juste vous demander, c'est donc vous allez répondre par la réponse A, B, C ou D, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 4, dans le menu de conversation. Par contre, ne répondez pas tout de suite, sinon les autres vont copier sur vous, c'est pas intéressant. Donc, on va compter 3, 2, 1, et puis là, vous allez tous poster votre réponse au même moment, s'il vous plaît. Donc, la question est, est-ce que ce sont des emplois mal payés? Oui, jamais au-dessus du SMIC, c'est la réponse A. B, ça dépend du diplôme et du temps de travail. C, non, depuis les augmentations de salaire des métiers du domicile. Donc, vous avez eu le temps de réfléchir à votre question. Donc, je vais dire 3, 2, 1, chatter. Et là, vous postez votre réponse, soit A, soit B, soit C. 3, 2, 1, chatter. Eh bien voilà, alors je ne sais pas si Mélanie et Anaëlle, oui, vous voyez aussi, on a une grande majorité de réponse B. On On a peut eu quand même dire que du coup, c'est à la fois la réponse B et la réponse C, si on peut se permettre. Parce qu'en effet, ça dépend du diplôme et du temps de travail, ça c'est une réalité.
mais c'est surtout qu'il y a eu des évolutions au niveau des salaires. Je prends l'exemple de la convention collective de la branche de l'aide à domicile de laquelle nous dépendons. Il y a eu toute une refonte de la partie rémunération en octobre 2021 et du coup, c'est maintenant l'évolution n'est plus faite uniquement sur la base de l'ancienneté, mais bien sur l'expérience, les formations acquises tout au long du parcours, que ça soit antérieur à l'ADT ou pas. Voilà, donc il y a vraiment une prise en considération, de l'expérience, du parcours de formation et du parcours tout court, on va dire du travailleur. Mmh. Et pour nous, donc, je vais parler des métiers. En fait, depuis, juste après le Covid, il y a des plans Ségur qui ont été mis en place. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc aujourd'hui, il y a eu des augmentations de salaire pour les métiers d'aide-soignant et d'infirmiers qui travaillent à l'hôpital ou dans une association comme la nôtre, au domicile ou en EHPAD. Donc après le Covid et dans le cadre de ces réformes Ségur, aujourd'hui, un aide-soignant, il gagne 320 euros de plus, 320 euros bruts de plus par mois qu'avant le Covid, on va dire. Donc il y a eu une valorisation significative des salaires, notamment des aides-soignants. Les infirmiers ont aussi été augmentés, mais dans une moindre mesure. Et si je peux me permettre, je vais répondre à la question. Donc, quel est le taux horaire d'une AVS travaillant à domicile? Je peux pas répondre comme ça parce que justement, il faudrait le parcours complet de cette AVS pour pouvoir donner un taux horaire. En fait, on parle de degrés et d'échelons. Il y a le degré 1, le degré 2. Une AVS, c'est d'office en degré 2. Et après, il y a 3 échelons dedans en fonction du parcours. Donc, c'est impossible de donner une réponse comme ça. D'autant plus que si la personne était AVS avant dans une autre structure, il y a des éléments complémentaires de rémunération qui viennent s'ajouter à la rémunération de base, notamment pour l'ancienneté et pour le CR diplôme également. Ok, très Voilà. bien. On passe à la question suivante. Attention, c'est pareil, réservez vos votes, s'il vous plaît. D'abord, je pose la question. Est-ce que on travaille seul? A, ça dépend. B, oui, on est seul au monde. C, non, je suis connecté avec mon service, mes collègues et responsables. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, on a des professionnels en face qui savent déjà Ah, il y a B ici. sur ces aspects-là. Ah oui, il y a un petit peu de... On a B. une grande majorité de C, mais il y a un peu de tout quand même. Alors pour rebondir, du coup, à la fois c'est A et C, parce qu'en effet, il y a une partie au domicile où on peut être seul à intervenir lors d'interventions. Ça fait partie du travail. Quoique, il peut y avoir des interventions en binôme avec la structure elle-même, c'est-à-dire je prends l'exemple des aides à domicile, mais 2 aides à domicile ensemble, ou alors une aide à domicile et un aide-soignant, un aide à domicile et un aide-soignant, ou avec d'autres structures. Et à la fois C, parce qu'on est en permanence connecté aux aides à domicile, que ce soit pour les réunions de transmission pour les aides soignants, que ce soit par les réunions d'équipe pour les aides à domicile, via les téléphones, via les applications professionnelles. Donc c'est à la fois A et C. Très bien. Oui. Et puis pour nous, c'est pareil en SIAD, c'est-à-dire que les aides-soignants, ils sont seuls au domicile, mais ils travaillent aussi en binôme, mais ils sont toujours en contact avec l'infirmière ou l'infirmier qui est sur le terrain et qui va aussi voir les patients. Et donc, ils ont aussi, nous aussi en SIAD, on a des téléphones professionnels qui ont des applications métiers qui permettent d'avoir beaucoup d'informations et de contacter ses collègues. En fait, c'est des métiers où il faut être autonome, mais l'autonomie est pas forcément liée, on n'associe pas forcément l'autonomie à la solitude, quoi. Certes, il Exactement. faut être autonome, mais en fait, on n'est pas seul. Et là, le jeu, juste pour rebondir, il a Oui. été présenté en fait auprès d'un jeune public et d'un public en demandeur d'emploi. Et en fait, il y avait en présence un aide à domicile et un aide-soignant. Mm. Et c'était eux qui donnaient le change aux questions en fait. Et Mm. l'idée, c'était vraiment de déconstruire les représentations, comme on a pu le dire,
de permettre un échange avec les professionnels, parce c'est eux qui sont les mieux placés pour parler de leur métier, de mettre en avant la diversité des missions, comme j'ai pu l'évoquer avant et comme ça se fait également au SIAD. Et puis bah, de rendre un peu ludique par le jeu enfin, du Sab Quiz les métiers, que ça soit un moment convivial. D'également d'élargir les échanges en parlant du parcours en fait de formation, des passerelles possibles entre les formations du médico-social, et évidemment de communiquer sur l'ouverture de notre structure et la possibilité de découvrir par des stages, des périodes d'immersion. C'était vraiment l'objectif de cet échange, c'était d'élargir en fait sur toutes ces possibilités. Donc on l'a fait, il a été présenté avec 2 équipes au départ. Ils avaient des buzzers. Ensuite, une fois que, enfin voilà, certains se sont pris au jeu avec un jeu de concurrence, il fallait compter les points. Sur d'autres équipes, ça leur a été bien égal de compter les points. Mais en tout cas, ça amenait au débat et à l'échange. Et ça, c'était plutôt, enfin, c'était ce sur quoi on visait, Ok. enfin, l'objectif en tout Ouais, cas du jeu. très bien. Alors, Et si parmi les participants d'aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont intéressés pour utiliser ce quiz-là dont vous avez eu un aperçu dans un événement qu'ils organiseraient sur ces métiers, c'est possible ou pas? Oui, ah oui. oui, C'est ce qu'on disait en préparant le webinaire. Vous avez vu, il n'y a pas de logo. Nous, on n'a volontairement pas mis nos logos. C'est un outil qui peut être utilisé par des structures. Par contre, ça nécessite quand même la présence de professionnels de terrain. L'idéal, c'est de faire un partenariat avec une structure d'aide à domicile et un SIAD. C'est intéressant aussi parce que c'est toujours intéressant de valoriser ce qui se fait à domicile, mais ça peut se penser autrement. Mais il faut quand même des gens de terrain qui puissent répondre aux jeunes. On est vraiment dans le pratique. Enfin, comme disait Annelle, on est dans le pratico-pratique. Les jeunes collégiens, donc c'était des troisièmes, ou les jeunes secondes qui sont en bac pro, enfin en cursus de bac pro, ils posent des questions très pratico-pratiques. Ça vient même à poser des questions sur la maladie d'Alzheimer. Donc il faut avec les personnes qui s'occupent de l'emploi, il faut quelqu'un d'un service d'aide à domicile. Donc là, on a en fait une modalité d'animation qui est un prétexte à l'échange Mm. et il faut en fait, mettre autour de la table les bonnes personnes. le jeu induit du Mm, rythme et des réponses claires, en fait. mm, Il y a pas de flou autour des réponses qu'on apporte. mm. On parle d'expérience, donc c'est du vécu, c'est du concret, en fait. On- voilà, ça leur permet en tout cas de repartir avec des éléments de réponse et puis vraiment d'être. Ce format-là est vraiment une belle réussite. Oui, oui. Enfin, Nous, actuellement, Bien. là, depuis lundi, on a une personne en stage au sein de notre structure qui est en stage découverte, qui est une jeune femme qui est ukrainienne, parce qu'à Blain, il y a un gros centre d'accueil d'Ukrainiens, qui était infirmière en Ukraine, qui est venue participer dans le cadre d'un programme de formation au SAP Quiz, et du coup, qui fait un stage de découverte chez nous. Voilà, ça amène ça et du coup, ça crée aussi de la proximité parce que en tant que responsable, on était aussi présent, mais nous, on fait surtout défiler le PowerPoint. euh, et du coup, ça permet aux jeunes de venir nous parler en direct s'ils ont envie de faire un stage. Voilà, c'est un moment décalé en tout cas. C'est très horizontal comme rapport. Voilà, les jeunes, ça permet beaucoup de familiarité. On sort du cadre même du travail. Donc pour nous, c'est intéressant, mais ça a un effet très positif sur les relations qu'on peut avoir avec les jeunes. et bien Très bien. évidemment, c'est un outil qui Je est vais être modulable. Je suis désolée parce que c'est super intéressant, mais on a encore un programme riche pour la suite. Alors, Pas de s'il me souci. reste un peu de temps, je vous donnerai la parole. Merci beaucoup. Dans la même lignée, on va vous montrer d'autres outils qui permettent comme ça de déclencher un peu la rencontre et puis après qui peuvent générer d'autres opportunités par la suite. Notamment, Anne-Laure a commencé à en parler tout à l'heure et c'est un outil qui existe dans différents établissements. Et peut-être, Anne-Laure, tu peux nous dire
comment des professionnels de l'emploi, de l'orientation peuvent se saisir de cette opportunité-là, des simulateurs de vieillissement. Par exemple, chez toi, qu'est-ce qui est possible de faire? Alors oui, nous, c'est un outil, là, c'est une valise, hein, donc elle s'emmène, hein, comme une valise en voyage. Nous, il est arrivé qu'on l'utilise dans des forums, donc c'est une valise qui peut sortir, mais c'est surtout une valise qui peut, où nous, on peut tout à fait la mettre à disposition de services de Pôle emploi. On a déjà accueilli Pôle emploi dans l'établissement, dans un des deux, là, pour des séances de sensibilisation sur les métiers. Donc là, on est tout à fait favorable à s'ouvrir sur l'extérieur et à être lieu d'accueil, à la fois pour présenter les métiers, mais aussi pour que cette valise puisse être utilisée par des personnes qui, pour les sensibiliser en fait, parce que c'est de la sensibilisation Mmh, sur mmh. le public, personnes âgées, et sur ses besoins au quotidien, ses besoins d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure et d'ailleurs du coup je vais passer la parole à Christophe qui il y a peu en fait au niveau du département vous avez organisé justement un événement grand public et vous avez vous aussi utilisé notamment cette combinaison de vieillissement comme un des outils voilà qui permet de voilà de faire connaître enfin de sensibiliser sur les métiers et puis je te donne la parole pour développer la suite Christophe. Oui, en effet, et même pour tout vous dire par rapport à cette opération-là, hein, qui était ouverte au grand public, et voilà, on n'a même pas utilisé la valise de la fondation. C'était d'autres acteurs qui sont venus avec leur propre valise. Donc, vous dire qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de disponibilité. Du coup, mais on avait aussi de cet événement d'autres acteurs qui sont venus avec voilà, des casques de réalité virtuelle, mais il y avait aussi, par exemple, un acteur de Nantes Métropole qui accompagne les personnes âgées au domicile à améliorer l'ergonomie un petit peu de leur logement, de leur salle de bain, par exemple, voilà, pour être plus en sécurité. Donc voilà, c'est tout ça aussi qu'on a essayé de montrer lors de cette opération. De manière très concrète, nous, ce qui est tout à fait disponible et utilisable par les acteurs de l'emploi et de la formation, c'est on a produit plusieurs supports vidéo, notamment un qui a été fait par des jeunes et des étudiants autour des métiers de l'aide à la personne, des métiers de l'autonomie, voilà, avec un nom qui scrolle mon vieux. Donc, si vous tapez ça sur YouTube, vous devriez trouver leurs vidéos. Voilà, ça a donné lieu à une soirée de remise de prix aussi pour tous ces jeunes-là qui ont travaillé et qui se sont engagés à parler de leur métier, à parler de leur engagement en formation ou sur leur métier. Donc c'est plutôt intéressant. On a une autre vidéo promotionnelle aussi qui a été diffusée dans les cinémas en Loire-Atlantique, qui dure une quarantaine de secondes, qui est un petit peu sur une base d'humour un petit peu. Et ça, c'est tout à fait utilisable aussi pour montrer, voilà, dans une opération que vous auriez un temps de présentation de métier, vous pouvez tout à fait utiliser ces différents supports vidéo sans problème. Ils sont libres d'accès. Ensuite, du coup, on propose depuis, alors on va proposer, et ça va démarrer très prochainement, une opération Vie ma vie, à destination des professionnels justement de l'accompagnement et de l'emploi pour, passer une demi-journée, une journée avec un professionnel, du service à la personne, alors en établissement ou à domicile, pour justement de redécouvrir un petit peu la réalité des métiers aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des outils collaboratifs un petit peu pour être en lien avec les collègues et avec les responsables. Ben, par exemple, ça c'est des choses que je pense beaucoup peuvent découvrir aussi sur ces temps-là de Vie ma vie avec, on mettra à disposition sur le site du département, du coup, l'annuaire des établissements ouverts aux professionnels de l'emploi. Donc Autre j'imagine, élément, oui. Christophe, ce sera le même lien que celui qu'on a mis dans le support sur la plateforme de l'autonomie. On Oui, trouvera aussi cet annuaire à ouais. cet endroit-là. Vous retrouverez tout sur alors des pages internet qui sont sur le site du département, le site officiel, hein, accès public du département, mais vous retrouverez tous ces éléments-là à cet endroit-là sans problème. Et un dernier point que que j'ai pas pu mettre ici, on a créé un référentiel de recrutement
en lien avec des services à domicile, pour aider les recruteurs à repérer les compétences transversales, chez des candidats qui ne seraient pas forcément formés, tout ça. Donc voilà, c'est un outil qui a été vraiment, préparé avec des employeurs, et qui peut tout à fait être proposé aussi aux professionnels de l'accompagnement et même de la formation pour, pourquoi pas, évaluer aussi à un moment donné ou avant de faire une proposition d'emploi vers ce secteur-là, de pouvoir, découvrir un petit peu ces compétences-là. Donc ça, pareil, ça va être aussi à disposition sur le site du département. Merci Christophe. Et donc, tu as rapidement évoqué la question de casque de réalité virtuelle et que vous avez présenté dans un événement. Et comme je sais que c'est enfin, voilà, des sujets qui peuvent vous intéresser, les professionnels, les outils concrets à votre disposition, on a un peu creusé sur la question. Donc, sachez que il y a deux choses possibles pour vous. Alors, en créant des partenariats, les missions locales ont développé en fait différents scénarios en réalité virtuelle et elles ont un scénario agent des services hospitaliers. Donc, l'idée de la réalité virtuelle, c'est on met le masque et puis on se retrouve dans une situation fictive, mais dans laquelle on va bah, être en prise avec là, en l'occurrence, une personne, donc pouvoir vraiment se mettre dans la peau d'un professionnel de santé. Donc, c'est des outils très attractifs pour voilà, des forums. C'est le territoire de Cholet qui a développé ça et ils nous disent que depuis qu'ils l'ont développé, ils ont multiplié par 10 le nombre de demandes d'immersion de jeunes sur, notamment les hôpitaux, et dans le secteur de la santé sur le territoire de Cholet. Donc, on vous a mis un lien sur l'annuaire des missions locales, vous pouvez contacter la mission locale de votre territoire. Et deuxième chose, les Greta CFA de Pays de la Loire, en fait, utilisent également des vidéos métiers 360. C'est un petit peu différent parce que là, ça a été filmé dans des lieux de travail. La spécificité, c'est que quand on se tourne, on voit en fait ce qui se passe tout autour. Donc, c'est très immersif en fait comme vidéo. Et donc, il existe 4 en fait, vidéos sur les métiers de la santé, du social et de la petite enfance. Et en créant un partenariat avec le Greta de votre territoire, ils peuvent en fait, donc il faut s'adresser en fait aux conseillers en formation continue de la filière de votre Greta. Et a priori, ils sont très ouverts à comme ça venir présenter en fait les vidéos et mettre à disposition dans ce cadre les casques dont ils disposent. Voilà, donc il est 15 heures tout pile. On a fini notre troisième partie sur la question des outils pour donner envie de s'y orienter et on arrive sur notre dernière partie sur la formation, sur les formations qui permettent de faciliter l'accès à ces métiers. Et donc, je vais donner la parole à Émilie Vautier du Conseil régional pour nous présenter notamment le dispositif Je prépare mon parcours vers la formation d'aide-soignante. Merci Nadine, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Vautier, je suis en charge du pôle organisation des formations sanitaires et sociales au sein du service formation sanitaire et sociale, donc à la région. Et il faut savoir que ce service coordonne toute l'offre de formation en travail social et paramédical dans la région. Et à côté des diplômes d'État, justement, qui préparent à ces métiers, on a une action préparatoire qui s'appelle Je prépare mon parcours vers la formation d'aide-soignant, que vous avez là sous les yeux, qui est une action, en fait, donc, comme son nom l'indique, préparatoire, de découverte du métier d'aide-soignant, et qui doit permettre de préparer un maximum des personnes à l'entrée en formation. Donc, c'est une action qui est dispensée depuis 2021 maintenant, chaque année dans tous les départements. Et donc, l'objectif premier, c'est de permettre la découverte du métier d'aide-soignant pour un maximum de personnes et d'éviter que les personnes, une fois qu'elles rentrent en formation, elles se retrouvent en difficulté, soit parce que pour des questions de compétences ou de remise à niveau, soit parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas du tout le métier qu'elles pensaient, le métier qu'elles avaient en tête. Donc, cette action-là vise plusieurs objectifs. Celui de d'abord construire, confirmer ou infirmer le projet professionnel.
Si une personne passe par cette action-là, qui, vous le verrez tout à l'heure, dure environ 3 mois, et au bout d'un mois se rend compte que c'est pas du tout le métier qu'elle voulait faire, ce n'est pas du tout un échec, puisque c'est vraiment aussi l'un des objectifs de cette action, que de permettre la découverte du métier, de la formation, et de permettre du coup aux personnes de potentiellement aller vers un autre métier ou une autre formation. Un autre objectif vraiment important, c'est de définir le plan d'action individualisé de la personne. Concrètement, il s'agit vraiment pour l'institut de formation qui porte cette action, puisque cette action est dispensée par des IFAS, donc des instituts de formation diplôme d'aide-soignant. Les instituts doivent vraiment accompagner, faire du sur-mesure, donc accompagner chaque personne en fonction de ses besoins et de ses demandes. Le but, c'est de sécuriser le projet de la personne et son parcours, avec un travail vraiment important autour des freins à la formation à l'emploi, donc des freins économiques, matériels, personnels, psychologiques, enfin tous les freins qui peuvent venir poser une difficulté dans le parcours de formation. Et puis accompagner les participants vers la sélection d'entrée en formation d'aide-soignant, donc d'abord en informant sur les modalités de sélection, et puis en accompagnant pour s'entraîner, par exemple, sur tout ce qui va être demandé dans le cadre de la sélection. Donc ça, ce sont les objectifs généraux. Les attendus maintenant de cette action, c'est bien sûr la levée des freins. Je dirais que c'est même le premier point important, la levée des freins potentiels à l'entrée en formation. Donc sur tous les éléments que je disais tout à l'heure, la mobilité, la garde d'enfants, la confiance en soi, il peut y avoir vraiment beaucoup de sujets sur ces freins. Le projet professionnel, donc confirmé, en tout cas réaliste. Une présentation des participants à la sélection d'entrée en formation. Donc évidemment, ce qu'on espère, c'est que le maximum de personnes qui passent par cette action préparatoire viennent passer la sélection d'entrée à la formation d'aide-soignant, et puis, in fine, accèdent à la formation d'aide-soignant ou bien s'orientent vers un autre dispositif de formation ou d'insertion professionnelle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette action ? On va évidemment avoir des modules d'information sur le métier d'aide-soignant, avec des immersions, donc des stages. Concrètement, on demande aux instituts de mettre en place au moins 2 semaines de stage, mais ça peut aller jusqu'à même 5 semaines de stage en fonction des maquettes pédagogiques. Donc des stages dans des lieux différents pour vraiment permettre aux personnes de rencontrer des professionnels et surtout découvrir des lieux d'exercice. Une information sur les compétences évidemment visées par le référentiel d'activité, et puis sur tout ce qui est lié aux prérequis pour l'entrée en formation. Je le disais tout à l'heure, notamment sur la sélection. La formalisation d'un projet professionnel, donc là, on revient vraiment sur concrètement valider ou pas le projet professionnel de la personne. Évidemment, ça, c'est un travail qui se fait en lien étroit avec les acteurs de l'emploi. Il faut savoir que les instituts de formation travaillent étroitement avec Pôle emploi, avec les missions locales, dans le cadre de cette action. Il y a également des modules de découverte de la formation, avec même parfois des cours ou des conférences auxquelles les personnes de cette action peuvent assister avec des élèves qui sont déjà en formation d'aide-soignant, pour aussi permettre d'avoir des échanges entre eux. Des modules autour de la connaissance de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions, la gestion du stress. La mobilité, alors c'est vraiment quelque chose qui est travaillé, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais plutôt au sens large, en lien avec tous les autres freins possibles. Et le renforcement de l'aisance en communication orale comme écrite. Donc là, ce sont vraiment on va dire, des éléments de contenu importants, mais il y en a d'autres. Sachant que les maquettes pédagogiques peuvent évoluer d'un institut à un autre. Vous avez sous les yeux la programmation en cours sur le deuxième semestre 2023, donc avec des actions qui sont portées par la Croix-Rouge de Rezé, l'IFSO d'Angers, le Centre hospitalier de Laval, le Centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon et la Croix-Rouge du Mans. Donc on est globalement sur des actions qui arrivent bientôt à leur terme, soit fin novembre, soit à la mi-décembre.
des actions qui, je le disais tout à l'heure, durent environ 3 mois, mais qui, encore une fois, dont la durée peut évoluer un petit peu en fonction des acteurs. La bonne nouvelle, c'est que cette action-là va donc être reconduite en 2024. Il y a même, pour tout vous dire, une réflexion en cours pour développer une action préparatoire vers le métier d'accompagnant éducatif et social. Donc, c'est voilà, quelque chose qui est en cours de préparation au niveau de la région. Et un chiffre aussi sur les entrées en IFAS, 44% des personnes qui sont passées par l'action préparatoire Je prépare mon parcours vers AS depuis 2021, 44% d'entre eux sont entrés en IFAS. Donc, c'est un résultat qu'on considère comme bon et qui, en fait, d'année en année, progresse. Donc, on est plutôt content. Et évidemment, vous avez le lien vers voilà, pour trouver toute l'offre de formation préparatoire sur Choisir mon métier. Merci Émilie. Et puis tu voulais aussi nous parler de l'alternance. Tout à fait. Donc, effectivement, pour attirer de nouveaux publics, la région a bien compris que l'alternance est un levier très intéressant. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, mais particulièrement cette année, on développe de façon très importante les instituts de formation dont certains ouvrent en fait exclusivement par alternance. Donc, quand je dis alternance, c'est vraiment apprentissage et ou contrat de professionnalisation. Et donc, je vous ai mis un exemple de 3 instituts qui ont ouvert cette année pour préparer au diplôme d'État d'aide-soignant. Donc, par la voie de l'alternance, on a le lycée Charles Péguy, les lycées Sacré-Cœur-La-Salle et le lycée Nazareth, qui sont 3 lycées sur des territoires différents là, qui viennent d'ouvrir donc, en septembre. On a également un développement assez fort du côté des instituts de formation d'auxiliaires de puériculture et un développement qui n'est pas terminé puisqu'il va y avoir encore des ouvertures en 2024, donc avec 2 sites à la Rift, Rezé et Angers, et le lycée des Buissonnets qui a ouvert également à Avrier. Je précise juste que la Rift n'a pas encore ouvert, mais a été autorisée pour ouvrir en 2024. Et du côté de la formation d'accompagnant éducatif et social, il y a 2 nouveaux sites qui ont ouvert. Le CEFRAS a ouvert un site à Saumur, donc au sein du PLUS, le pôle de formation. Et le lycée Robert Schumann à Château-Gontier a également ouvert une section d'AES en septembre 2023. Très bien. Donc ça bouge fortement. Ça C'est un bouge. secteur qui a beaucoup bougé ces dernières années. Merci beaucoup, Émilie. Pour terminer ce webinaire, je vais redonner la parole à Karen Crusson de l'Agence régionale de santé sur également 2 dispositifs de formation. Alors, oui, on a tout d'abord le contrat allocation études, alors qui n'est pas un dispositif de formation en tant que tel, puisque les personnes sont déjà inscrites dans la formation. Mais c'est un dispositif, en fait, qui permet à des étudiants en dernière année de formation, donc sur des filières identifiées. Donc, on a notamment les aides-soignants donc, qui ont qu'une seule année de formation, mais on a également les infirmiers, les masseurs, les sages-femmes. En fait, l'idée, c'est de pouvoir attirer les personnes qui vont être tout juste diplômées vers des établissements de santé ou établissements médico-sociaux. Et donc, à l'issue de leur diplôme, une fois qu'ils ont leur diplôme, bien évidemment, ils s'engagent à travailler dans un établissement pendant 18 mois. Et donc, sous réserve de cet engagement de 18 mois qui permet effectivement d'avoir notamment des plannings un peu plus fiables pour au moins cette période-là. Et puis, derrière, c'est forcément de fidéliser aussi les personnes qui vont dans ce dispositif. Et donc, ces étudiants reçoivent une indemnité qui va de 5 000 € pour les formations sur une année, type aide-soignant, à 7 000 € sur les formations plus longues, type infirmier, masseur kiné, sage-femme. Donc, versé à moitié par l'établissement qui va le recruter et à moitié par l'agence. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé en fin 2022. On a eu 2 campagnes qui ont été réalisées, donc fin 2022, début 2023, et une plus longue qui a été réalisée sur la période de mai à octobre 2023. Et au total, sur ces 2 campagnes, on a eu 337 contrats allocation études qui ont été signés ou qui sont en cours de signature, puisque ça prend aussi en compte les chiffres de la 2e campagne qui s'est terminée il y a quelques semaines. Donc, c'est un dispositif
qu'on va peut-être adapter aussi parce qu'on s'aperçoit que enfin, voilà, il y a peut-être des ajustements à faire. En tout état de cause, voilà, ça permet notamment à 337 personnes tout juste diplômées de s'engager dans des établissements de santé ou établissements médico-sociaux de la région. Et on espère effectivement que ça aide ces établissements. On a également une formation 70 heures, donc à destination du secteur médico-social personnes âgées. Donc c'est une formation en fait qui vise à assurer l'accompagnement des personnes âgées sur des missions qui sont habituellement dévolues aux aides-soignants, donc avec l'accompagnement l'accompagnement d'un aide-soignant. Donc, c'est des formations qui sont ouvertes au personnel déjà en poste, mais aussi qui peuvent l'être aux demandeurs d'emploi, en fait, sous réserve de respecter les conditions. Donc, c'est une formation de 2 semaines. Et à l'issue de cette formation, les personnes qui l'ont suivie ont la possibilité d'intégrer un IFAS, donc un institut de formation en soins, institut de formation d'aide-soignants, pour suivre la formation d'aide-soignant derrière. Donc, c'est une formation qui existe depuis 2021, qui a été renouvelée en 2023 et qui le sera en 2024, même si le recensement est actuellement en cours. Et donc, on a 14 IFAS qui proposent cette formation. Et donc, l'objectif vraiment de permettre à terme, à l'issue, de tracer une trajectoire pour les personnes qui l'ont suivi et de s'inscrire, s'ils le souhaitent, dans la formation d'aide-soignant. Et on est en train de travailler sur le même type de formation, mais sur le secteur personnes en situation de handicap, pour, pareil, permettre de donner une base pour travailler en établissement pour personnes en situation de handicap, donc sur un temps assez court. Le travail est en cours actuellement, donc c'est en lien avec la plateforme de recrutement éthique, plateforme solidaire. Et donc, ce dispositif expérimental se mettrait en place sur la Loire-Atlantique et la Sarthe. Et si effectivement, on voit que c'est un dispositif qui est concluant, l'idée, c'est de le promouvoir sur les autres départements pour pouvoir aider au recrutement de personnes sur le secteur médico-social, personnes en situation de handicap. Merci. Juste Et un dernier mot, voilà, sur les canaux de recrutement. C'est ça, juste une petite information. Alors, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais l'ARS avait mis en place une plateforme de recrutement qui s'appelait Josette. Cette plateforme de recrutement a été mise en place notamment dans le cadre des tensions estivales, tensions que connaissent nos établissements, et du Covid, et elle n'était pas, elle n'était pas adaptée forcément à ce qu'on demande maintenant d'une plateforme de recrutement. Et donc, on a travaillé avec la région, et donc maintenant, les établissements de santé, établissements médico-sociaux déposent leurs offres sur le site de la région nosemplois.fr. Ils ont reçu l'information donc cet été. Mais voilà, la plateforme Josette n'existe plus. Très bien. Merci beaucoup, Madame Crusson. On est arrivé au terme du webinaire qu'on avait prévu. Il est 15h15, des personnes doivent commencer à partir, ce que je comprends. Donc, il n'y a pas de souci. On va peut-être quand même, on a une question de Mélanie Lamy. Je ne sais pas qui parmi vous se sent de répondre à la question est-ce qu'il y a des dispositifs de reconnaissance des diplômes ou de formation courte pour des personnes ayant un diplôme d'infirmier acquis à l'étranger en dehors de l'Union européenne? Alors, Anaëlle. J'ai mis qu'il y avait des équivalences, en effet, mais c'est des accompagnements qu'on fait par Pôle emploi, c'est assez ponctuel. Soit ils passent par de la VAE, soit des reconnaissances des équivalences de diplôme. Sachant que pour compléter, s'il y a des questions effectivement à ce titre-là, ils peuvent envoyer leur demande à l'ARS et on voit effectivement selon les profils, selon les pays d'où viennent les personnes aussi, s'il y a des parcours de consolidation à mener. Il y a pas mal de dispositifs, c'est assez complexe, mais voilà, ils peuvent toujours envoyer un message à l'ARS pour qu'effectivement on puisse voir de quel dossier il s'agit, de quelle formation et de quel pays aussi.
Alors attention, Madame Cresson, vous avez mis le doigt dans quelque chose parce que du coup, Gwenola dit, mais qui à la RS? Alors, vous pouvez envoyer un message sur la balle, enfin la boîte aux lettres ARS-PDL, Pays de Loire, data, DATA, RHN, et j'en ai fini, @ars.santé.fr. Ok, on va peut-être vous remettre ça dans le mail que je vais vous envoyer cet après-midi, de même que on va vous mettre aussi le quiz dans son ensemble et les coordonnées de Mélanie Bourget et d'Anaëlle Frasson si jamais vous aviez des questions et si vous aviez envie d'utiliser ce quiz. Merci à tous pour votre participation cet après-midi. Vous étiez une trentaine et voilà, en espérant que ce que vous ont présenté les différents intervenants ont répondu à vos attentes. Eh bien, merci, un grand merci à tous les intervenants. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne suite de journée. Et au Merci, au plaisir. revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir.